Voilà. Donc, juste en termes d'organisation, déjà dans un premier temps, je vous remercie de bien fermer vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence et de bien lever la main, donc avec l'icône qui nous permettra évidemment de prendre votre question. L'objectif aujourd'hui est vraiment de vous faire une présentation de la réforme des autorisations dans le domaine de l'activité de chirurgie. Non pas de dérouler le réglementaire, puisque vous l'avez déjà eu en partie, donc évidemment, ça fera l'objet de cette présentation, mais surtout de répondre à vos questions. Hein, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire et de vous présenter également les objectifs qualitatifs du schéma régional de santé, ce qui est attendu en termes d'objectifs qualitatifs, et faire un point également sur le système d'information autorisation, qui est maintenant le SI unique pour les autorisations et la seule porte d'entrée afin éventuellement de répondre à vos questions ou de vous présenter en fait l'outil avec le dossier unique chirurgie. Je vous propose de faire un petit tour de table. On ne va pas faire le tour d'écran puisqu'on est assez nombreux, donc on est à peu près une quarantaine de participants à ce stade, mais au moins peut-être un tour de table au niveau de l'agence pour que vous identifiez bien les personnes référentes concernant la thématique chirurgie en ARS. Je me propose de démarrer par moi, comme ça sera fait. Donc, Estelle Kéral, je suis responsable du département de l'organisation de l'offre de soins. Tour de table, oui. Voilà, Nadège Le Commandeur, chef de projet gouvernance des structures de santé et plus spécifiquement en charge du sujet autorisation sanitaire et coopération. Bonjour, Alexandre Marona, donc chef de projet autorisation sanitaire dans le département de Madame Caral. Bonjour, docteur Thierry Lévy, donc je suis référent thématique sur à l'ARS Centre-Val de Loire, sur la chirurgie, la médecine, la recherche et le cancer, et je suis chirurgien urologue de formation. Bonjour à tous, Erwan Grux, chef de projet département de l'offre de soins également, sur la thématique chirurgie, entre autres. Il y a tout un ensemble de thématiques sur lesquelles je suis, et dont la chirurgie. C'était pour certains déjà rencontré sur les premiers échanges qu'on avait eus en début d'année et l'année dernière sur la réforme de chirurgie. Et Anita Martinez, donc je suis référente administrative à l'unité autorisation, et donc je serai votre interlocutrice si vous avez besoin lorsque vous saisirez vos dossiers sur le nouveau système d'information, le SI autorisation. Nous sommes également à distance en lien avec les délégations départementales que vous connaissez déjà, donc qui participent également au webinaire. Donc aujourd'hui, on est sur le troisième finalement webinaire que l'ARS Centre-Val de Loire propose à l'ensemble des titulaires d'autorisation. Donc ce webinaire est vraiment ouvert à tous les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds, avec pour objectif d'être vraiment dans une présentation la plus large possible concernant cette nouvelle activité de soins qui a été réformée. Et le webinaire, donc, qui dure à peu près une heure et demie, avec 3 temps forts, donc une information générale sur les autorisations, une information plus particulière sur la réglementation et, comme je l'ai dit tout à l'heure, une information également sur le SI autorisation. Donc, concernant la réforme des autorisations au sens large, ce qu'on peut déjà poser, c'est que cette réforme des autorisations, elle s'articule pleinement avec le schéma régional de santé, avec le PRS 3. En fait, la publication en novembre 2023 du PRS a intégré l'ensemble des réformes des autorisations au niveau des objectifs quantitatifs, donc des OCOS, et des objectifs qualitatifs. La révision de ces autorisations dans le cadre de national, mais également au niveau de la région, se déroulera sur les 2 exercices, donc l'exercice 2024 et l'exercice 2025. Vous avez été destinataire de l'arrêté et d'un certain nombre de documents qui vous précisent les prochaines fenêtres d'autorisation. Actuellement, l'autorisation de SMR est ouverte et celle de chirurgie donc ouvrira au 1er août jusqu'au 1er octobre. Cette réforme, elle concerne la totalité des titulaires d'autorisation actuels, mais aussi les nouveaux.
Donc, on est bien sur un champ très large, d'où l'ouverture de ce webinaire à tous les titulaires d'autorisation. Et puis, nous avons pris le parti en région Centre-Val de Loire, mais quasiment dans toutes les autres ARS, de faire finalement un calendrier de fenêtres de dépôt par groupe d'activités pour qu'il y ait des cohérences dans le cadre des autorisations à venir. Et pour la chirurgie, il y aura également les soins critiques, mais également la chirurgie cardiaque, la neurochir en même temps, ainsi que la gynéco-obstétrique, mais ça, c'est un petit peu plus dans un autre cadre. Ce qui est important d'avoir en tête, donc c'est un premier élément, un premier point de vigilance, c'est que les fenêtres de dépôt, donc si je prends chirurgie qui s'ouvrira au 1er août, il est important pour les titulaires actuels d'autorisation de chirurgie de déposer lors de cette fenêtre, puisque dès que la fenêtre sera fermée, s'il n'y a pas eu dépôt de dossier d'autorisation, l'autorisation est caduque. Donc, c'est vraiment très, très important pour les établissements qui souhaitent poursuivre l'activité de chirurgie de déposer le dossier d'autorisation au sein de cette fenêtre de chirurgie. Et puis, nouveau système d'information, mais ça, on vous le présentera par ailleurs de manière plus détaillée. Je vais laisser la parole à Madame le commandeur. Merci. Je vais passer rapidement parce que ce sont des éléments qu'on a déjà présentés dans le cadre des précédents webinaires, mais il faut effectivement rappeler qu'on s'inscrit dans le cadre d'une réforme d'ampleur, puisque depuis fin 2021, ce n'est pas moins que 15 activités de soins qui ont été réformées, soins et EML, avec des nouvelles activités de soins, en l'occurrence l'HAD, la médecine nucléaire et la radiologie interventionnelle, qui se trouvent désormais dans le Code de la santé publique, encadrés par des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement. Pour les 9 activités qui ne sont pas réformées, elles vont l'être et au fil de l'eau. Je pense notamment à l'insuffisance rénale chronique et puis la gynéco-obst, puisqu'on voit que finalement dans le fil des échanges nationaux en cours, on voit bien qu'effectivement les textes vont également bouger sur ce champ-là. Donc, on est effectivement sur une réforme d'ampleur avec des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement propres pour chacune de ces activités. Ce qu'on met derrière les notions de conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement, ce sont des éléments qu'on va retrouver ensuite dans les dispositions propres à chacune des activités insérées au sein du Code de la santé publique. S'agissant des conditions d'implantation, on retrouve la description de l'offre avec les profils patients, les actes qui sont pris en charge. Bien entendu, et c'est ce qui aussi irrigue notre PRS, c'est la notion de gradation des soins. L'articulation entre les établissements, entre la proximité, le recours, la référence, les centres de référence et d'expertise. Et ça, c'est effectivement un point important auquel nous sommes particulièrement sensibles. S'agissant de la structuration de l'offre, on va retrouver la notion d'accès aux soins, de permanence des soins et de description de ce qu'est la continuité des soins et la permanence des soins. Et puis, bien entendu, les parcours de soins en lien avec ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire la gradation, c'est la notion de convention, de transfert, de convention de repli. S'agissant des conditions techniques de fonctionnement, on va rentrer dans le cœur du sujet de l'organisation de l'activité de soins, avec la notion de ressources humaines, l'organisation des locaux, les équipements nécessaires au développement de cette activité, la démarche qualité avec les indicateurs de qualité et puis la politique de l'établissement en lien avec cette thématique, les modalités de prise en charge du patient et le volet innovation autour, mais pas que, le dossier patient, le SI et puis et évidemment le volet de télémédecine. Pour certains textes qui sont sortis, il y a effectivement des dispositions qui peuvent prévoir des délais de le calendrier de mise en conformité réglementaire, activité de soins par activité de soins. Voilà, je vous invite effectivement à le consulter.
il est complet sur l'ensemble des activités de soins. S'agissant de la loi Valletoux et son décret d'application qui est paru le 27 mars 2024, l'objectif est de simplifier le renouvellement de certaines autorisations, particulièrement celles qui n'ont pas trop évolué en termes de conditions d'implantation et de conditions techniques de fonctionnement. Un rappel, l'autorisation est délivrée pour 7 ans. 14 mois avant l'échéance de l'autorisation, elle doit faire l'objet d'une demande de renouvellement. Dans le cadre d'une demande de renouvellement, il n'y a pas de passage en XOS. Il y aura un passage en XOS uniquement si cette demande d'autorisation a fait l'objet d'une injonction de l'ARS. Là, pour le coup, effectivement, on pourrait être sur un dépôt de dossier complet dans le cadre de la fenêtre, de la prochaine fenêtre d'autorisation. Ces mesures de simplification concernent effectivement toutes les autorisations non réformées et certaines autorisations réformées dont l'impact n'est pas substantiel. C'est le point qu'on va aborder ensuite. En région Centre-Val de Loire, les mesures de simplification concernent 40% des dossiers d'autorisation, ce qui n'est pas négligeable. Alors, un tableau de synthèse et ensuite, sur la slide suivante, on va faire le lien avec le SI autorisation. Donc, vous voyez, je veux bien qu'on revienne à la diapo présente. Il y a 3 situations différentes. La première situation, c'est celle où les opérateurs vont devoir déposer un dossier complet dans le cadre de la première fenêtre dédiée à l'autorisation. Ça équivaut à une nouvelle autorisation et cela concerne, comme on l'a évoqué, les actuels titulaires et les nouveaux titulaires. Il y aura pour ces activités de soins un avis de la commission spécialisée de l'offre de soins. Il s'agit donc des activités réformées qui sont listées et que je ne vais pas reprendre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la chirurgie en fait partie. Donc effectivement, c'est un dossier complet qui est attendu dans le cadre de cette fenêtre qui va s'ouvrir au mois d'août et qui se fermera au 1er octobre. Voilà, et sur les activités pour lesquelles il pourrait y avoir un dossier complet, ce sont aussi les activités qui sont réformées ou qui font l'objet de mesures de simplification et pour lesquelles, sur le bilan OCOS, il y a des implantations disponibles. Donc voilà pour ce premier champ. Le second champ, c'est celui effectivement des activités de soins qui font l'objet de mesures de simplification et pour lesquelles les opérateurs auront, s'ils sont actuellement titulaires de ces autorisations, à déposer une demande de renouvellement qui se fera soit dans le cadre de la fenêtre dédiée à l'activité, ou alors c'est dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire 14 mois avant l'échéance de l'autorisation du promoteur. Donc, pour être plus concrète, nous allons passer à un exemple alors qu'on a construit de toutes pièces et qui est en fait une photographie de ce que chacun de promoteurs peut voir concernant ces autorisations, les autorisations qu'il détient. Et donc, c'est évidemment à disposition sur le SI, sur la plateforme SI nationale. Donc, vous avez des jeux de couleurs et des situations différentes en fonction des dates d'échéance d'autorisation. S'agissant de la nouvelle demande à déposer, eh bien, ce sont les activités réformées ou les OCOS disponibles. Donc, c'est un dépôt dans le cadre de la fenêtre qui est ouverte par l'arrêté du DGARS. Donc, on vous a pris un exemple avec effectivement les dates d'échéance, mais là, ça n'a pas d'intérêt puisque de toute façon, les dossiers seront à déposer dans le cadre de la fenêtre ouverte pour l'activité. Proroger à renouveler, ça signifie en fait que votre date d'échéance est comprise entre la publication de l'ordonnance de 2021 et le 28 février 2025. Dans ce cadre, on est dans un renouvellement dérogatoire et les opérateurs qui seraient concernés avec des dates d'échéance comprises entre cette période devront déposer leur demande de renouvellement dans le cadre de la première fenêtre dédiée à l'activité. Lorsque votre autorisation est active, c'est que la date d'échéance est postérieure au 28 février 2025. C'est le droit commun qui trouve à s'appliquer. Et donc, sur le SI, vous aurez la date
de renouvellement maximum de votre autorisation. Donc, vraiment, on voulait insister au sein de l'unité autorisation pour que vous puissiez effectivement bien vous saisir de ce tableau de bord et de différentes échéances. Parce qu'effectivement, si vous êtes concerné par un dépôt de renouvellement dans le cadre d'une fenêtre parce que votre autorisation est échue ou parce qu'elle est comprise entre le 13 mai 2021 et le 28 février 2025, eh bien, il faut impérativement que vous déposiez dans la première fenêtre dédiée à l'activité, parce qu'autrement, votre autorisation tomberait. Donc, voilà, c'est un message qui est important, effectivement, à souligner. Voilà. Importance des jeux de couleurs dans le SI autorisation qu'il faut suivre. Voilà. C'est ça. D'où un peu le jeu de couleurs qu'on vous remet également là. Oui, à renouveler. Active. Pour la chirurgie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les demandes seront à déposer dans le cadre de la première fenêtre du 1er août au 1er octobre 2024 via le nouveau système d'information. Et un point important aussi, c'est qu'il faut vraiment veiller à déposer au plus tôt dans la fenêtre. Ne pas attendre la dernière semaine pour déposer le dossier. Parce que le risque que vous encourez, c'est que votre dossier soit incomplet et que vous ne soyez pas en mesure de le compléter à la fermeture de la fenêtre. S'il n'est pas complété à la fermeture de la fenêtre, eh bien, on est dans le cas d'une incomplétude et donc, évidemment, le dossier ne pourra pas être examiné dans le cadre de la fenêtre. Donc, importance de déposer effectivement au plus tôt dans la fenêtre ouverte. Il nous permet d'avoir un échange avec vous sur cette complétude et ne pas risquer l'incomplétude. Ce qui n'est pas le cas après que la fenêtre soit fermée. Une fois que la fenêtre est fermée, il ne peut plus y avoir d'évolution du dossier déposé. Donc, on peut échanger avec vous lorsque la fenêtre est ouverte et c'est vraiment pour ça que c'est très important de déposer votre dossier au plus tôt pour qu'on puisse s'en assurer et d'assurer cette complétude et qu'ensuite on puisse évidemment instruire de la meilleure manière possible votre dossier. C'est vraiment très important, on a pu le voir sur la première fenêtre. Et puis, oui, voilà, pas de disposition transitoire. Oui, alors pas à l'exception du conventionnement, mais pas de disposition transitoire, comme on peut le voir effectivement pour d'autres activités de soins concernant la chirurgie. On vous a remis le calendrier à date, il est effectivement susceptible d'évolution, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que la fenêtre de SMR est en cours, que nous allons ouvrir la fenêtre de chirurgie de soins critiques, de chir cardiaque et de gynéco-obstétrique pour la partie renouvellement donc en août et en septembre, 1er août au 1er octobre. Octobre-novembre, les fenêtres sont toutes systématiquement ouvertes pour une durée de 2 mois. Donc octobre-novembre, traitement du cancer. Décembre 2024, janvier 2025, médecine nucléaire, radiologie diagnostique. Février-mars 2025, psychiatrie. Et mai-juin 2025, la cardiologie interventionnelle, la radiologie interventionnelle, la médecine, les USLD, l'IRC, les ANP-DPN, la génétique et la MRI. Et entre-temps, il y aura, vous ne voyez pas la médecine d'urgence, mais il y aura une révision du schéma pour tenir compte des textes sur la médecine d'urgence, notamment s'agissant des antennes. Voici pour le calendrier. On vous propose un temps de questions si vous en avez concernant le régime des... Pas de questions? Je ne vois pas de main levée, donc on déroule? OK. On remet le partage. Bon. Alors, sur la réforme proprement dite sur l'activité de chirurgie. Le premier point, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule autorisation pour l'hospitalisation complète et l'ambulatoire. Et qu'en cas d'autorisation seule d'ambulatoire, il faudra une convention de repli
avec un établissement qui fait de l'hospitalisation complète. On détaille également les pratiques associées à cette autorisation de chirurgie, on va le voir tout à l'heure. On a 3 modalités. L'activité de soins de chirurgie pour les patients adultes, l'activité de soins de chirurgie pédiatrique et l'activité de soins de chirurgie bariatrique. Et on a associé donc, à cette activité de soins de chirurgie adulte 11 pratiques thérapeutiques spécifiques, dites PTS, la chirurgie maxillofaciale et stomatologique, la chirurgie orthopédique traumatologique, la chirurgie plastique et reconstructrice, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, la chirurgie vasculaire, la chirurgie viscérale et digestive, la chirurgie gynécologique et obstétrique, la neurochirurgie périphérique, je dirais, la chirurgie en ophtalmologie, la chirurgie ORL, hystérico-faciale, et la dernière, la chirurgie en urologie. Ces pratiques thérapeutiques spécifiques apparaissent sur votre dossier d'autorisation et sont à cocher quand vous le souhaitez. Il y a aussi nécessité d'organiser les urgences pour la prise en charge chirurgicale des patients avec les services d'urgence autorisés ou les services extérieurs. Diapo suivante. Alors, on revient volontairement sur ambulatoire parce que c'est important, vous le verrez dans la suite de la présentation, notamment pour la chirurgie pédiatrique. Donc, une seule autorisation qui permet à la fois la pratique de la chirurgie ambulatoire et de la chirurgie en hospitalisation complète. Si on souhaite une autorisation de chirurgie ambulatoire seule, c'est possible, avec une convention de repli avec un établissement qui pratique l'hospitalisation complète, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité de soins. Et il y a également une dérogation possible pour les établissements qui veulent faire que de l'hospitalisation complète, si à proximité, ils ont la possibilité d'avoir un service ambulatoire et qu'il y ait une coopération entre établissements sur le même site ou sur un site à proximité. Diapositive suivante. Pédiatrique. Sur la chirurgie pédiatrique, on voulait revenir sur certains points qui nous paraissaient importants. Donc, la chirurgie pédiatrique, ça concerne les enfants de moins de 15 ans. Or, il y a des dérogations, c'est-à-dire que les titulaires qui prendront la modalité chirurgie adulte pourront prendre en charge des enfants de moins de 15 ans pour les pratiques thérapeutiques suivantes: chirurgie maxillofaciale et stomatologie, chirurgie plastique et reconstructrice, chirurgie en ophtalmologie et chirurgie ORL et cervico-faciale, sous réserve des conditions d'environnement, de ressources humaines et d'organisation de prise en charge. La deuxième dérogation, elle est en cas de prise en charge en urgence pour les enfants de plus de 3 ans, cette fois, relevant des pratiques thérapeutiques suivantes: la chirurgie orthopédique et traumatologique, la chirurgie viscérale et digestive, la chirurgie gynécologique et la chirurgie en urologie, à la même condition de respecter les conditions spécifiques de formation et de participation. Cette fois, il faut une inscription à ce qu'on appelle le DSR, le dispositif spécifique régional. On y reviendra tout à l'heure. Dans certains cas, un titulaire d'une autorisation de chirurgie pédiatrique peut prendre en charge les enfants entre 15 et 18 ans, notamment des enfants qui ont des antécédents lourds. En ce qui concerne l'organisation de l'activité, on a évoqué plusieurs fois les conditions techniques de fonctionnement et la nécessité, donc les exigences du secteur interventionnel, avec à la fois un plateau technique bien dédié qui soit sur site, un secteur interventionnel à accès contrôlé. Donc là, il y a des décrets qui mettent en place et qui indiquent réellement ce que sont les CTF et les prérequis.
Et puis, bien entendu, mais comme ça existe déjà, et les choses qu'il faut confirmer, c'est sur site ou par convention, la prise en charge d'un délai compatible avec la sécurité des soins aux examens, la biologie médicale, l'anatomopathologie, et bien entendu l'imagerie et les produits sanguins labiles. Ça, c'est des choses qui existent déjà et qui sont confirmées de nouveau dans ce nouveau dépôt d'autorisation. Sur site ou par convention, un accès à une unité de soins critiques, également dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins. Et puis les locaux, une configuration architecturale et une organisation permettant d'assurer l'accueil et le séjour des patients, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation à temps complet. Et toutes ces informations devront être précisées de nouveau dans votre demande d'autorisation. Donc, ces 3 points essentiels, le plateau technique d'une part, la convention avec les soins critiques, et ensuite les locaux. On voit que sur le secteur interventionnel, donc le bloc opératoire, on vous demandera quel est le parcours du patient entre la partie préparation immédiate, la partie acte, donc bloc, et puis la partie SSPI. Dans la suite, également des exigences en termes d'unités de soins et de personnel dédié, c'est-à-dire que l'unité de soins, elle sera bien déclarée avec une partie accueil, où on parle de patients, mais également des proches, la partie préparation à l'intervention, tout ce qui est surveillance donc en post-opératoire, et puis l'organisation de la sortie de transfert en prenant en compte la réhabilitation des patients. La partie donc unité, et puis la définition des ressources humaines, donc de l'équipe soignante. Il faudra déclarer les médecins spécialisés en chirurgie, dont la spécialité est adaptée au PTS que vous cocherez. Sur les 11 PTS, vous préciserez quel PTS vous souhaitez mettre en œuvre. Et donc, dans ce dossier, vous pourrez déclarer les médecins associés à cette pratique et à cette spécialité. C'est valable également pour les médecins anesthésistes réanimateurs, et notamment sur la spécialité de pédiatrie, puisqu'il y a des recommandations, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, il faut bien préciser également sur le personnel médical. En ce qui concerne le PNM, donc les IDE, les IBOD, les IAD, donc là c'est la déclaration également, on parle de tout professionnel dont la qualification est adaptée à l'activité chirurgicale, adulte ou pédiatrique, voire même sur le bariatrique également, puisque ce sera 3 dossiers différents et des précisions sur les fonctions de chacun et le nombre d'agents en place, en poste sur vos services de soins et sur le bloc. Est-ce que sur les conditions techniques de fonctionnement et sur le volet RH, avez-vous des questions sur ces points-là? Sur les premiers éléments présentés. Même sur les grands principes, effectivement. Je vois. Dans l'ordre, Madame Pinon-Tiffen. Oui, bonjour, merci. Donc, Tiffaine Pinon, directrice adjointe à l'hôpital d'Amboise-Château-Renaud, dans le 37. Juste une question par rapport aux conventions de repli. On est d'accord que ça s'apprécie à l'échelle de l'établissement, c'est-à-dire que ce n'est pas spécialité par spécialité. Par exemple, nous, on a Chirambu, chir complète, mais il y a certaines disciplines dans lesquelles on ne fait que de l'ambulatoire. Pour autant, on a bien un service d'hospi complète. C'est une autorisation complète. C'est une autorisation seulement pour la modalité chirurgie adulte. Oui, mais du coup, dans le dossier, donc en effet, on coche pratique thérapeutique par pratique thérapeutique et on doit dire si on intervient en complet et ou en ambulatoire. Quand on ne fait que de l'ambulatoire sur une pratique thérapeutique donnée, on est d'accord qu'il n'y a pas besoin de convention de repli puisque par ailleurs, on a des lits d'hospi complète si jamais il y a un souci. Non, même si on ne fait pas d'hospi complète dans cette pratique habituellement. Tout à fait. Oui, parce que C'est une organisation intra-établissement. en interne, vous avez toujours la possibilité, en effet, de garder les patients qui en auraient besoin. Tout à fait, mais c'est d'accord, donc c'était bien ça, cette convention, elle est globale, elle n'est pas spécialité par spécialité s'il y a besoin d'en passer une. La convention qu'on attendra, ce sera principalement la convention sur les soins critiques pour votre établissement. Ça, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, merci. Avec plaisir. Il y avait une autre question, Madame Salambier. Oui, bonjour. Muriel Salambier, je suis coordinatrice des soins sur l'établissement de Nogent-le-Rotrou. J'avais une question par rapport sur la diapo, la slide 16, concernant l'activité de stomato. Un
un moment donné, si, alors peut-être pour que je puisse être précise dans ma question, sur l'activité. La 15. Alors, la 15, oui, c'est étonnant, non? C'est la La 15 sur la chirurgie pédiatrique. Voilà, c'est ça. Voilà, sur la prise en charge, voilà. Donc, sur nous avons une autorisation de chirurgie ambulatoire, chirurgie adulte, et dans ce que vous notez là, notamment sur les activités nommées chirurgie, orthopédie, viscérale, gynéco, urologie, en fait, il y aurait possibilité d'accueillir des enfants de plus de 3 ans. Par contre, la stomato n'apparaît pas, par exemple. La stomato, elle apparaît sur la. Vous n'avez pas besoin de. C'est une dérogation. Voilà. C'est la 14 du coup, parce que C'est là, on parle de l'urgence. Hein. Voilà. La 15, elle correspond à la prise en charge urgente. Hein. Vous n'avez pas besoin de. Vous pouvez, en tant que chirurgien adulte, faire cette spécialité chez les enfants de moins de 15 ans. Elle apparaît sur cette diapositive-là. C'est une des dérogations. D'accord, d'accord, très bien. De moins de 15 ans. Il n'est pas obligatoire pour les enfants de plus de 3 ans. Ok. D'accord. Donc, si vous avez des adultes, il est autorisé à les opérer, quel que soit l'âge. Ok. Merci. Même si c'est en chirurgie ambulatoire. D'accord. Je crois qu'on a eu Merci. une question du côté du CH de Dreuf. Oui, non, pour rebondir sur la question de Muriel Salambier, la chirurgie pédiatrique, à partir du moment où on a l'autorisation, c'est dans le cadre de l'urgence où on peut prendre les gamins en ortho et en viscéral. Or, Oui, dans le cadre de l'urgence. Oui, mais à partir du moment où c'est de l'ambu, est-ce qu'on a l'autorisation d'urgence? Pour les enfants de plus de 3 ans, oui. Et si vous avez la modalité chirurgie adulte pour les enfants de plus de 3 ans, vous pouvez les prendre en charge en urgence. Pour ce qu'ils appellent les urgences. Même si c'est exclusivement en chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire pas forcément tous les jours et je ne sais pas quoi. On peut faire de la chirurgence pédiatrique en ambulatoire. On est en train de confondre deux slides. Il y avait la slide 14 qui correspondait en fait on était hors urgence. Hein, donc ouais, la 14, voilà. Où là, c'est dès lors qu'on a l'activité de chir adulte, on peut prendre en charge des enfants de moins de 15 ans selon les pratiques thérapeutiques suivantes. Et là, la stomato apparaît, puisque c'était la question. On est d'accord. Ouais. Et ensuite, nous arrivons sur la partie, la chirurgie uniquement prise en charge en urgence pour les enfants de plus de 3 ans. De plus de 3 ans. Et là, ça concerne la chirurgie orthopédique et traumatologique. On est bien d'accord pour une autorisation de chirurgie et conventionnelle et ambulatoire. La question que je pose, c'est un service qui n'est agréé qu'en chirurgie orthopédique, par exemple, ambulatoire, est-il autorisé à prendre en charge des urgences? Oui, ça change rien. Oui, ça ne changera rien. En fait, dans le cadre de l'urgence, oui, la question c'est le concours. Si vous avez reconvoqué un enfant pour réduire une fracture le lendemain et que vous le prenez en charge en ambulatoire, qu'il a plus de 3 ans, vous pouvez l'endormir. Enfin, la question, c'est de savoir quand même, Patricia Camus, directeur adjoint, parce qu'on dissocie souvent la chirurgie et l'anesthésie, c'est est-ce qu'on a les anesthésistes pour aussi? Parce que tous les anesthésistes qui pratiquent l'anesthésie pour les adultes ne pratiquent pas l'anesthésie pour les enfants. Hein. Donc voilà, la chirurgie, c'est fortement lié à l'anesthésie aussi. Et à l'équipement, parce que pour les enfants, c'est un équipement spécifique hein, au niveau de l'anesthésie. Sur l'équipement, sur l'anesthésiste, sur les recommandations, tout anesthésiste prenant en charge les adultes doit pouvoir endormir un enfant de plus de 3 ans. Ça, c'est la recommandation. Nous, ce n'est pas le cas. Hein. Tous les anesthésistes ne prennent pas en charge les enfants chez nous. Ben ça sera à vous de décider
Ce sera à vous de décider C'est une comment pratique vous allez. spéciale, c'est un équipement spécial, voilà quoi. Donc ok, non mais c'était pour répondre un petit peu, je crois que ce sont les personnes de Dreux, non, qui posaient la question, je sais plus. Voilà, c'était pour rappeler qu'il y a un fort lien entre l'anesthésie et la chirurgie, et voilà, ça dépend aussi des anesthésistes, quoi. Voilà. Ça, c'est vous qui ferez votre choix, alors. Oui, Voilà. mais c'était pour le souligner, c'est tout. Il ne faut pas oublier l'anesthésie, c'est tout. Ouais. Ah oui, oui, et le chirurgien également. On va y revenir un peu tout à l'heure. Je crois qu'il y a encore. Non, il n'y a plus de main levée. Pardon, je crois qu'il y avait une main levée. On poursuit sur la partie sécurité-qualité des soins. Oui, alors, très rapidement, pour vous alors, soit rappeler, soit informer des définitions d'indicateurs de qualité et de vigilance avec la création de registres d'observation des pratiques pour chaque spécialité chirurgicale. Ces registres, ils seront sous la forme de web registres. Donc, les contenus sont non opposables, mais en tout cas, obligation de les renseigner, donc sous la forme de plateformes en ligne, pour qu'on puisse identifier les bonnes pratiques par comparaison de données et qui permettent de repérer les atypies. Donc, chaque titulaire d'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité, de justifier les choix de l'acte, l'optimisation des doses délivrées, jusqu'au rendu du résultat. Donc, tous les outils permettant l'optimisation, en tout cas de la radioprotection, doivent être renseignés et devront pouvoir être accessibles à travers ces web registres. Donc, les arrêtés ministériels concernant les indicateurs de vigilance qui sont définis sont en cours de rédaction. Et donc, on vous les enverra dès qu'ils seront parus. On pourra de nouveau rééchanger sur ces indicateurs de vigilance qui seront donc à renseigner et à suivre. Donc là, il y a encore des travaux. Le décret n'est pas, enfin, l'arrêté en tout cas n'est pas encore paru. On nous les annonce pour septembre. Hein, voilà, c'est l'information qu'on a eue du national, mais à ce jour, effectivement, il n'y a aucun web registre qui est en fonctionnement. Alors, sur le dispositif spécifique régional, comment ça va se passer en pratique? Donc, il est prévu pour l'ensemble de la chirurgie pédiatrique la constitution dans chaque région d'un dispositif spécifique régional, afin de rendre plus lisible la filière pédiatrique, d'assurer une animation, une coordination territoriale des différents acteurs de chirurgie pédiatrique. Cette adhésion au DSR est obligatoire pour tous les établissements qui souhaitent exercer une activité de chirurgie pour les enfants. Donc, elle est aussi obligatoire pour les titulaires de l'autorisation de chirurgie adulte qui prendront en charge des enfants en urgence de plus de 3 ans. Sur les thérapeutiques qu'on vous a citées tout à l'heure, donc l'orthopédie, le viscéral, l'urologie et la gynécologie. Diapositive suivante. Donc, ce dispositif contribue à une synergie des groupes de professionnels compétents en chirurgie pédiatrique. Ils promeuvent la qualité auprès des acteurs. Le cas échéant, ils apportent un appui méthodologique et d'expertise, ainsi que la diffusion des bonnes pratiques et le partage d'expertise. Donc, on imagine bien dans ce DSR que dans la composition, on aura des chirurgiens et des anesthésistes spécialisés pour la pratique de chirurgie pédiatrique. Ce DSR permet une meilleure orientation des jeunes patients et ça permet l'adéquation entre la pathologie et les moyens dont vous parliez tout à l'heure. Et ça améliore aussi la sécurité et la qualité des prises en charge. Les objectifs sont multiples. C'est d'adapter l'organisation et les articulations entre les établissements qui prennent en charge les enfants, renforcer les modalités de coopération pour améliorer la fluidité du parcours, adapter les capacités de dispositifs en chirurgie pédiatrique,
Donc, on y revient. Renforcer les actions transversales de qualité de sécurité de soins, diffuser les bonnes pratiques et aider à la mise en œuvre des nouvelles autorisations et à l'application des décrets. Et enfin, communiquer sur l'offre de chirurgie infantile sur la région. Donc, de nombreux objectifs attribués à ce dispositif. Pour nous résumer, quand a-t-il besoin d'adhérer au DSR? Déjà, quand on veut faire de la chirurgie pédiatrique, il faut adhérer au DSR. Quand on fait de la chirurgie adulte, mais qu'on veut en urgence intervenir, c'est les enfants de plus de 3 ans en orthopédie, viscérale, gynécologie, urologie, il faut également adhérer au DSR. Par contre, parmi les dérogations, on n'a pas besoin d'adhérer au DSR si on veut endormir des enfants de moins de 15 ans en chirurgie maxillofaciale, plastique, ophtalmologie et en ORL. Pour qu'on soit très clair, nous n'avons pas de DSR en région aujourd'hui. Donc, quand la question va vous être posée dans le dossier unique SI autorisation, il faudra bien répondre oui, c'est-à-dire que c'est un engagement à adhérer une fois qu'il sera mis en œuvre. Hein, c'est vraiment, là, c'est un élément aussi qu'on voulait partager avec vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de DSR, mais c'est un objectif qu'on se fixe sur, au moins en préfiguration, sur la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. On voulait, voilà, comme c'est un élément obligatoire, donc il faut bien répondre oui à cette question. Il y aura probablement un appel à candidature dans les jours qui viennent aux différents établissements pour cette composition du DSR en région. Il y avait une question? Ah, pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur le DSR? Madame Pinon? Oui. Oui, merci. Juste, donc vous dites que pour le DSR, il faut cocher oui, même si ça n'existe pas encore. Est-ce que c'est pareil, donc je suppose, pour la question dans les engagements, l'équipe médicale renseigne les registres des pratiques professionnelles d'observation des pratiques. Donc ça, c'est pareil, on coche oui, même si ça n'existe pas encore, d'après ce que je comprends. C'est un engagement que vous prenez pour le faire. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais donc, ça n'existe pas encore. OK. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas précisé tout à l'heure. Très bien, merci. Il y avait une question de Madame Cotellon également. Bonjour. Non, mais j'avais exactement la même question que Tiffaine, donc c'est tout bon. Merci. Allez, si vous n'avez pas d'autres questions sur ce sujet-là, je vous propose qu'on passe. On a parlé de la chirurgie adulte, on a parlé de la chirurgie pédiatrique. On va aborder les modalités de la chirurgie bariatrique à présent, qui est une modalité, une autorisation complète, donc qui bien entendu ne pourra être accordée d'une part que si vous êtes autorisé en chirurgie adulte, et avec que vous avez bien coché la pratique thérapeutique spécifique, chirurgie viscérale et digestive. Bon, en ce qui concerne la prise en charge des enfants en région Centre-Val de Loire sur la chirurgie bariatrique, il n'y en a pas encore, donc, mais quoi qu'il en soit, il faudrait cocher la chirurgie pédiatrique pour pouvoir faire la chirurgie bariatrique des enfants, mais on n'en est pas encore là en région Centre. Une activité minimale doit être exercée, c'est-à-dire qu'il y a un seuil qui est fixé à minima à 50 actes par an, en dessous de quoi l'autorisation ne peut être maintenue. Des choix ont été faits en tout cas sur l'offre bariatrique en région Centre-Val de Loire avec un renforcement des parcours complets et donc une concentration de l'offre. L'idée, c'est que il n'y ait plus de sites opératoires avec moins de 10 opérations et moins de 10 interventions annuelles sur un site. L'objectif également, c'est dans ces parcours complets, c'est la continuité des soins que vous devrez clairement définir dans votre dossier avec un parcours intra- ou inter-établissement afin de garantir d'une part la cohérence des interventions, la qualité et la sécurité des soins. Quand on parle de intra- et inter-établissement, c'est vraiment une idée de coopération entre quelquefois des débuts de prise en charge en préopératoire, une prise en charge opératoire qui pourrait se faire sur un autre site, et ensuite le post-opératoire au plus près du domicile du patient,
que ce soit au sein de l'établissement, voire avec les SMR. Donc, l'organisation de ces parcours, pré-, per- et post-opératoires, autour de centres de référence, devront être appuyés également avec les centres spécialisés de l'obésité. Il y a 2 centres spécialisés de l'obésité en région Centre-Val de Loire, un qui est au CHU de Tours et qui gère les départements du 37, du 41 et du 18. Et puis dans le 45, au CHU d'Orléans, le CSE d'Orléans qui gère les départements du 28, donc du 45 et du 36. Le 18-36, c'est peut-être l'inverse, et le 36, c'est avec le 37. Quoi qu'il en soit, ces centres spécialisés de l'obésité, ObéCentre, sont vraiment des points d'appui sur les parcours des patients en situation d'obésité. Et donc, on attend réellement la construction, en tout cas dans vos dossiers, pour l'autorisation bariatrique, que l'on puisse nous observer la continuité des soins et puis les relations intra- et inter-établissements. Sur le bariatrique, sur la chirurgie bariatrique, avez-vous des questions, des interrogations sur lesquelles on pourrait apporter des éléments complémentaires? Non. Allez. Alors, permanence des soins des établissements de santé. Donc, on a une loi qui est apparue, qui est la loi Valtou, et il était difficile de ne pas faire le lien entre cette loi et la réforme des autorisations. Donc, on parle des articles 17 et 18 de cette loi Valtou, et donc ça correspond sur la permanence des soins d'établissement de santé à l'article L6111.1.3 et L6122-7. Donc, une responsabilité collective des établissements de santé dans le cadre de la mise en œuvre de la permanence des soins. Cet article concerne l'ensemble des titulaires d'autorisation et des professionnels de santé qui exercent. Donc, on va avoir une organisation d'une coopération entre établissements de santé, professionnels de santé sur cette permanence des soins. Et on aura une responsabilité qui sera couverte par l'établissement de santé qui va accueillir cette permanence. En cas de carence, le TGARS, désolé pour l'association, le TGARS organise une réunion avec l'ensemble des établissements de santé et les représentants des professionnels de santé pour répondre aux besoins s'il n'y a pas eu d'organisation qui a été trouvée ou désignée. Donc, une autorisation peut être conditionnée par la mise en œuvre de mesures de coopération favorisant l'utilisation commune des moyens et de l'effectivité de cette permanence des soins. En clair, ça veut dire que nous, diapositive suivante, suite à ces articles 17 et 18, dans le dossier d'autorisation de chirurgie, on souhaite que vous précisiez la contribution de l'établissement à l'organisation territoriale de la permanence des soins. Par le biais de documents suivants, comme la convention avec d'autres établissements du territoire sur la permanence des soins, les contrats types avec les professionnels de santé pour les établissements privés, les chartes de fonctionnement établies en cas de permanence des soins pour les établissements publics. Diapositive suivante. Alors, on va donc, en parallèle de la réception des dossiers d'autorisation, mettre en place des groupes de travail, un groupe de travail régional, avec une proposition qui nous a été conseillée par vos fédérations, avec un directeur des affaires médicales, pour fixer les orientations régionales et les grands principes. Le constat partagé sur cette permanence des soins, c'est la contrainte pour les praticiens et les contraintes pour les établissements de santé. La réflexion, c'est de mettre en place de nouvelles modalités d'organisation pour que chaque territoire soit couvert au niveau de cette permanence des soins. Et donc, les travaux démarreront en lien avec nos fenêtres d'autorisation. Donc, pour la chirurgie orthopédique, le 12 juin à 17 h, c'est un mercredi. Pour la chirurgie vasculaire, le jeudi 13 juin à 17 h. Et pour la chirurgie urologique, le lundi 17 juin
à 17 h, ce sont les pratiques thérapeutiques spécifiques. On a estimé qu'il est important de repréciser les lignes d'organisation sur la permanence des soins. Alors, il y a un micro d'ouvert, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir ou... Non. Madame Cotelon? Oui, pardon, j'ai une petite question donc, sur cette contribution à l'organisation territoriale de la permanence des soins. Du coup, ce groupe de travail régional va préciser les attendus, c'est ça? Non, alors ce groupe de travail, il est déjà mis en place, hein. On s'est déjà réunis à 3 reprises. Et on est vraiment sur les grands principes de réflexion autour de la permanence des soins en établissement de santé. Donc là, on a réalisé le bilan. On a identifié en fait là où il y avait des dysfonctionnements, ou en tout cas des manques, ou en tout cas des besoins. À titre d'exemple, la chirurgie vasculaire, où on sait on sait que sur le 41, la chirurgie vasculaire ne tient plus depuis maintenant plusieurs mois, que dans d'autres départements, elle est en difficulté. Donc, l'idée, c'est vraiment de lancer des groupes de travail maintenant au niveau régional avec les professionnels pour réfléchir à ces activités de permanence des soins qui sont en difficulté. Et derrière, c'est bien d'acter des grands principes de réflexion autour de nouvelles modalités d'organisation. On sait aujourd'hui qu'on a dans certains départements des lignes de permanence des soins qui sont déjà partagées entre établissements, par exemple. Certains établissements font une semaine tel mois, etc. On sait que sur d'autres départements, il peut y avoir des professionnels de santé d'autres établissements qui viennent participer à la permanence des soins sur un établissement dédié. Donc, l'objectif, c'est vraiment de poser les axes de réflexion. Là, ce qui est attendu dans le cadre des dossiers d'autorisation, c'est vraiment l'engagement de l'établissement à participer à cette permanence des soins départementale et territoriale, et qu'elle puisse être bien indiquée dans le dossier d'autorisation. Lorsqu'ils ont coché la... Lorsqu'ils ont coché la PST, hein, puisqu'effectivement, la PTS, je ne sais jamais dans quel sens on le dit, PTS, pardon. Dans le cadre, lorsqu'ils ont coché la PTS, c'est effectivement, je demande l'autorisation de pratiques thérapeutiques, et derrière, je m'engage à participer de manière collective, hein, bien sûr, à la permanence des soins à l'établissement pour le département. D'accord, je comprends mieux. Merci. Madame Camus? Madame Camus, vous avez la main levée, mais on ne vous entend pas. Voilà, c'est bon là? Excusez-moi, je n'avais pas ouvert le micro. Oui. Oui, concernant cette permanence des soins, je vous ai adressé un mail, puisque bon, moi j'ai pris en charge donc tout ce qui est chirurgie, bloc opératoire, réanimation, et imagerie que j'avais auparavant, depuis le mois de décembre. Et avec les chirurgiens, en fait, on souhaiterait avoir un bilan puisque vous nous dites qu'il y a déjà eu des réunions sur ces thèmes-là, est-ce qu'on pourrait avoir les comptes rendus de ces réunions? Ce qu'on a demandé aux fédérations dans le cadre de ce groupe de travail régional, c'est vraiment de diffuser le plus largement possible auprès de leurs adhérents. Donc, il faut que je demande à qui, moi, alors? Aux fédérations. Quelle fédération alors? À la FHR. Oui, la FHF, mais quel nom alors, à la FHF, là? Si je dois adresser un mail pour récupérer ces comptes rendus. Vous ne les avez pas, vous, les comptes? Monsieur Baud et Madame, j'ai mangé son nom, je suis désolée. Vous ne les avez pas, les comptes rendus? Madame Olivet. Madame Olivet? Olivet dans le 18. D'accord. Et vous ne les avez pas? Je le suivre, mais l'objectif, c'était vraiment là, dans le cadre de notre démarche, et que c'était un groupe de travail régional porté par les fédérations et pour lequel on souhaitait vraiment qu'il y ait une diffusion au sein de chaque adhérent. D'accord. Donc, moi, personnellement, bon, peut-être que la direction générale a eu les comptes rendus, je verrai avec notre direction générale.
Et en ce qui concerne donc ce que vous appelez la permanence des soins. Excusez-moi, mais on repart sur un nouveau cycle. Hein. On Pardon? repart sur un cycle pour chaque pratique thérapeutique spécifique. Pour la permanence des soins, vous... Oui, non, mais je vois. Moi, ce que je demande, c'est simplement avoir les comptes rendus, puisqu'il y a déjà des objectifs et je pense une définition qui a été arrêtée. Donc voilà, pour préparer justement ces réunions qui sont prévues au mois de juin. Donc nos chirurgiens aimeraient avoir le minimum de ces comptes rendus, quoi. Ok. Donc, ok. Ça, et puis quand vous parlez de la permanence des soins, donc, parce que j'ai énormément participé à toutes les réunions qui ont eu lieu pour la permanence des soins en imagerie. Bon, là, la permanence des soins en imagerie, on a quand même l'outil de téléradiologie. Vous entendez quoi par permanence des soins en chirurgie? C'est-à-dire? C'est la prise en charge en dehors des heures ouvrables. Donc Oui, après, bon, ça, on le fait déjà. Bah, nous, au niveau d'Orléans, on a une garde, une astreinte en chirurgie, bon, selon les, par rapport à toutes les spécialités, mais vous entendez quoi au-delà de ce qui existe déjà dans les hôpitaux, en fait, des gardes de chirurgiens? Et l'orientation qui se fait après par le SAMU, en fait. Hein. Donc, vous entendez quoi, là? On veut s'assurer que ces lignes d'astreinte fonctionnent déjà et qu'elles couvrent l'ensemble du territoire. Alors, peut-être juste en termes de précision, il y a peut-être un point de précision, c'est qu'en fait, dans le cadre du schéma du PRS 3, il y a un volet permanence des soins en établissement de santé qui est obligatoire. Ça, on Et n'a pas pour le choix. lequel, tout à fait, et pour lequel, en fonction, si nous, on identifie et on en identifie aujourd'hui quelques-unes, il pourrait y avoir des évolutions sur les lignes de permanence des soins actuelles. C'est-à-dire vers le bas ou vers le haut? En téléradiologie, c'était vers le bas plutôt. Hein. Tout dépend déjà sur la mise en œuvre. Je vous parlais tout à l'heure de la chirurgie vasculaire. Par exemple, on a appris dans le cadre de notre bilan que sur le Loir-et-Cher, il n'y avait plus actuellement de PDSES sur la chirurgie vasculaire. Et clairement, hein, c'est les établissements d'Indre-et-Loire qui aujourd'hui, j'allais dire, prennent en charge, et on les remercie, l'activité qui devrait être réalisée en Loir-et-Cher. Donc là, c'est vraiment identifier, de faire potentiellement évoluer les lignes de permanence des soins, mais surtout faire évoluer aussi la réflexion au tir d'une organisation qui soit plus collaborative et plus en coopération publique-privée au sein des départements. Donc là, aujourd'hui, pour être très clair, Madame Camus, nous, on lance la réflexion sur les lignes qui nous paraissent en difficulté et pour lesquelles on souhaiterait avoir les échanges avec les professionnels et avec les chirurgiens pour voir si on évolue ou pas dans le cadre de cette réflexion sur la permanence des soins, en chirurgie notamment. Bon, je verrai parce que je ne comprends pas très bien pour la chirurgie, mais il n'y a pas de téléradiologie, il n'y a pas de téléconsultation, téléexpertise. L'opération, elle doit se faire en bloc opératoire de toute façon. Donc, c'est ça que je ne comprends pas très bien, en fait. Mais bon, on verra. Autant je comprenais pour l'imagerie, parce que là, effectivement, on a la téléradiologie, donc les demandes, on peut les centraliser et puis réduire le nombre de lignes, comme vous le dites. Mais là, pour la chirurgie, c'est le SAMU, en fait, quand il y a une urgence en dehors des heures d'ouverture, bien entendu. Hein. Donc, la nuit, il y a le SAMU et je ne sais pas, moi, les personnes appellent le SAMU et après, c'est le SAMU qui répartit, en fait, sur le territoire. Donc, ouais, je ne comprends pas très bien. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui, je ne comprends pas très bien, mais bon. Pas forcément de réduire les lignes de permanence de soins, c'est de s'assurer qu'elles fonctionnent et qu'elles couvrent l'ensemble des territoires et qu'il y a suffisamment de chirurgiens pour remplir ces lignes. Pour assurer pleinement les lignes. Voilà. 7 jours sur 7. D'accord. Et qu'ils puissent par la suite faire leur activité quotidienne. On a certaines lignes qui ne fonctionnent plus du tout sur l'urologie, par exemple.
Alors certes, peut-être que le 45 n'est pas particulièrement visé, mais voilà, on a vraiment des lignes sur lesquelles on s'interroge sur l'organisation et sur la manière d'assurer cette permanence des soins au niveau territorial. Effectivement, la majorité des lignes fonctionnent et fonctionnent bien. Mais il y a des disciplines sur lesquelles ça fonctionne moins bien. Et on peut même se poser la question s'il ne faut pas que ces disciplines deviennent disciplines de recours. D'accord. Bon, ben, on verra. Madame Pinon ? Oui, merci. J'ai encore une question, excusez-moi. En fait, moi, c'est le terme territorial qui me rend la tâche complexe pour comprendre cette question. Participer à la permanence des soins, ça c'est bon, en dehors des heures d'ouverture, la nuit, le week-end, les jours fériés, est-ce qu'on a des lignes d'astreinte, anesthésistes, chirurgiens à l'échelle de nos établissements? Mais qu'est-ce que ça veut dire participer à la PDS territoriale? Ça veut dire que nos chirurgiens doivent s'engager à aller ailleurs? Moi, c'est ce terme-là qui me dérange parce que moi, je peux vous expliquer ce qui se passe dans mon établissement. Après, d'apprécier si c'est suffisant sur le territoire, ça, c'est pas moi qui peux le faire. Ça, c'est plus à votre niveau à vous. Donc, quand on me demande est-ce qu'on s'engage à participer à la PDS territoriale, qu'est-ce qu'on me demande exactement? C'est là que je ne comprends pas très bien. En effet, si on est... Elles sont territoriales, les lignes de permanence des soins en chirurgie, quasiment toutes, hein, à part l'orthopédie et la viscérale. Elles sont toutes à l'échelle. Oui, et puis après, ensuite, bon, il y a quand même l'orientation du SAMU qui est très importante. Donc, on ne prend pas, nous, juste les patients d'Orléans, ni même de Montargis, on va au-delà, en fait. Mais après, pendant ces heures de permanence des soins, c'est le SAMU qui va orienter les patients vers tel ou tel établissement parce qu'il y aura la possibilité de prendre en charge le patient. On ne regarde pas l'origine, hein, en fait. Mais le SAMU sera informé de là où se trouve la ligne de permanence des soins. Ouais, il le sait déjà. Bon. J'espère qu'il le sait déjà, hein, quand même. Mais enfin, bon, je comprends, vous voulez voir si tout est bien couvert. Ça, je peux le comprendre. Si changement il sera informé du changement. Oui, oui, vous voulez voir si tout est bien couvert au niveau du territoire. Donc ça, je peux le comprendre, oui. Mais ce qui est déjà fait, je pense, quand même. Et j'espère pour les patients. Hein. Voilà, on souhaiterait vraiment refaire un point et bien remettre les choses à plat, et notamment sur certaines activités qui sont présentes là, hein, que vous voyez, orthopédie, vasculaire et urologique. On a un ensemble de signaux qui font qu'on vous propose ça. Ceci dit, le constat, il n'est pas forcément au niveau de la région, puisque la loi Valtou y a pensé, il est également au niveau national. Ah oui. Ok, ben merci hein, pour toutes ces explications. Je vous en prie. Il y avait le CH Dreux qui avait demandé la parole, mais c'est peut-être... Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi, ouais. Non, mais c'était juste pour, en tant que SAMU, pour compléter, mais vous en avez parlé, le SAMU ne peut orienter un patient en urgence sur les horaires de PDSES que dans la mesure où il a connaissance d'une garde ou d'une astreinte, d'un système qui fonctionne. Et donc, effectivement, il faut avoir le système territorial avant pour pouvoir l'adresser. Voilà, tout à fait. Certes, il est en amont, mais il est en arrière du système. Il faut qu'on nous fournisse un système fonctionnel pour qu'on puisse adresser les patients au bon endroit. Voilà, il faut que l'organisation soit posée et opérationnelle. Et collaborative. Absolument. Merci Estelle. Monsieur Alfonari. Oui, juste une remarque. Lors de ces réunions, vous avez invité des chirurgiens, il y a des directeurs ou pas? Alors, dans un premier temps, on a invité les chirurgiens. Si c'est ouvert, hein, si des directions veulent En passant par les directions d'ailleurs. Voilà. Parce que vous avez déjà... parce que n'oubliez pas la continuité des soins. Parce que dans des solutions que j'ai vues apparaître, là, le déplacement du chirurgien au PDSE, c'est bien, mais il est censé assurer une continuité dans l'établissement d'où il vient. Nous, on est ouvert. En principe, on voudrait bien avoir l'avis de nos chirurgiens experts, mais si les directions veulent les accompagner et les PCME, ils sont les bienvenus. Non, mais j'attirais l'attention, ne dépouillez pas l'un pour l'autre, parce que les continuités des soins sont aussi essentielles. Tout à fait. Oui. En ce qui concerne...
Ce qu'on peut avoir comme exemple, sur par exemple des lignes en Eure-et-Loire, où en fait il y a 3 établissements qui se partagent avec plus ou moins de succès, je le sais bien, j'ai pu en entendre parler, mais 3 établissements qui se partagent finalement le planning d'astreinte pour assurer la ligne territoriale. Donc c'est vraiment en ce sens-là qu'on veut poser les choses. Et tout à l'heure, on a bien présenté le constat qu'on a eu, c'est la contrainte qui pèse sur les établissements de santé, la contrainte qui pèse sur les professionnels. Donc l'objectif, c'est bien de voir comment on peut faciliter ces organisations pour que finalement les lignes soient effectives et effectivement collaboratives. Alors, en ce qui concerne le CHU d'Orléans, oui, moi j'ai adressé l'invitation aux chirurgiens, parce que bon, c'est quand même très très important que les chirurgiens participent à cette réunion. En plus, elle a lieu à 17 h, donc je pense que c'est une heure convenable pour les chirurgiens. Et c'est fondamental qu'ils soient là, quoi, parce que ce sont eux qu'en fait qui assurent hein, quand même. Donc on y sera en tant que direction, mais on aura aussi les chirurgiens présents. Oui. C'était aussi un de leurs souhaits. Hein. Mais c'est très important, très très important. Hein. C'est aussi une de leurs demandes. Je vous propose de poursuivre si vous en êtes d'accord. Oui, merci. Alors, les objectifs qualitatifs du schéma. Autorisation. Pour les objectifs qualitatifs du schéma régional de santé, donc il y a eu plusieurs axes de définis. Le premier axe qui a été défini, c'est la chirurgie ambulatoire et l'objectif et l'ambition de continuer le déploiement de la chirurgie ambulatoire. Donc, de réfléchir pour certaines offres sur certains sites d'une transformation, hospitalisation complète vers la chirurgie ambulatoire. On avait un objectif national qui avait été précisé il y a 2 ans à 70% de prise en charge chirurgie ambulatoire. À l'heure actuelle, on est à 62,79%. Donc, continuer dans ce sens-là. Se poser la question de la chirurgie de proximité et donc du maintien d'une offre grâce à l'ambulatoire. Et puis ensuite, on a travaillé également sur les enjeux de durée moyenne de séjour, comment les réduire pour les plus longues, notamment celles qui font plus de 8 jours, et favoriser les courts séjours par les circuits fast-track mis au sein de certains de vos établissements en chirurgie, avec la collaboration de tous vos acteurs, et puis aussi sur le développement de programmes de récupération améliorée après chirurgie, RAC, même si ça n'agit pas tout de suite sur les DMS, en fonction des spécialités et aussi en fonction des techniques que vous utilisez. Alors, c'est oncologie, c'est sur une autre offre de réforme, et par exemple sur l'utilisation du robot. Sur l'axe 2, donc on revient à la permanence des soins. Donc cet objectif d'une permanence de soins adaptée qui répond aux besoins locaux via une coopération et une mutualisation publique ou publique-privée afin de garantir la sécurité des soins dans un contexte de démographie médicale déficitaire. Donc on en revient à ce que l'on définira méthodologiquement en fonction des territoires. Et notre volonté de vraiment lier autorisation et permanence des soins. Ça me paraît vraiment important. Donc ça apparaissait déjà dans notre schéma régional de santé. Et donc une réflexion sur l'ensemble des lignes de permanence des soins territoriales sans évidemment bouleverser les lignes qui fonctionnent bien aujourd'hui. L'axe 3, donc c'est le parcours territorial. Donc l'idée, c'est de pouvoir, pour chaque pratique thérapeutique spécifique, avoir une couverture départementale. Donc pour les lignes 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, j'espère que vous les connaissez maintenant par cœur. Et d'avoir une couverture régionale ou interdépartementale pour les PTS 3, 7, 8. Je vous laisse revenir aux diapositives précédentes. Enfin, je ne sais pas si
Erwan veut rajouter un mot sur la bariatrique. Non, mais c'est l'axe 4, il était également voilà, sur le parcours bariatrique, mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, sur le parcours pré, per et post-opératoire et le lien avec les CSO. Voilà, donc lien avec la loi Valtou, lien avec le PRS. Personne n'a été oublié. Est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on passe au SI autorisation, après c'est vraiment une partie plus technique. Donc s'il y a des questions sur les éléments qu'on a pu vous présenter ou des questions sur lesquelles voilà, vous vous interrogez, on ne dit pas qu'on a toutes les réponses, mais en tout cas on est en lien étroit avec la DGOS. Donc potentiellement on peut faire remonter aussi les interrogations que vous avez encore actuellement sur, j'allais dire, la compréhension des textes. Et en ce qui concerne les prochaines réunions à venir, je ne sais pas si l'établissement de Bourges est présent, mais Dr Lévy tout à l'heure a bien précisé que l'invitation qui avait été lancée était également pour les chirurgiens d'abord, mais également les membres de la direction ou le PCME. Je sais qu'on a une interpellation d'un PCME, et donc l'idée c'est que tout le monde soit invité, en tout cas ceux qui souhaitent y participer. Donc même si dans le mail c'était à l'intention, principalement c'est écrit chirurgien certes, mais les membres de direction et les PCME sont bien invités aux prochains échanges qui auront lieu en juin. Il y aura des réunions territoriales après, effectivement, on aura là le lien en territoire avec la direction et PCME, évidemment les professionnels. J'ai Monsieur Alfandari qui souhaitait prendre la parole. Oui, juste que j'ai entendu vos échanges là sur la PDSE et ainsi de suite. Ce que je comprends, ce qui me paraît encore un peu flou, c'est vous attendez une définition de la prise en charge des urgences sur chaque PTS? Une organisation, effectivement. Oui, parce que à chaque discipline jusqu'à maintenant était associée une ligne de PDSES, oui. Non, mais je veux dire, il y a une organisation régionale globale aujourd'hui qui est structurée, organisée. Donc, ce que je comprends pas, c'est que vous voulez que chacun émette son opinion sur chaque PTS de chez lui. Ah non, là on travaille pour l'instant, on vous propose un travail sur 3 disciplines. Oui, ça j'ai compris pour le futur. Non, mais je parlais des dossiers d'autorisation. Dans le cadre des dossiers d'autorisation, ce qu'on attend, c'est effectivement votre engagement à participer à la permanence des soins en établissement de santé. C'est vraiment ce qui... Voilà, global et en fonction, effectivement, des PTS que vous allez choisir, puisque, évidemment, vous ne cocherez, on va aller sur le système d'information, donc il faut cocher les PTS, vous ne pouvez cocher je vous conseille de ne cocher les PTS que lorsque vous avez les praticiens associés à cette spécialité. Donc, dès lors mais par exemple, vous êtes oui. en train de dire que, par exemple, on a une ligne de chirurgie ophtalmo classique, là, et vous demandez à ce que l'établissement qui a une ligne de chirurgie ophtalmo s'engage à participer à la permanence des soins sur sa ligne ophtalmo. C'est ça que vous voulez dans le dossier d'autorisation? S'engage à participer à la ligne territoriale de PDSES ophtalmologie. Non, mais c'est ça que vous voulez dans le dossier d'autorisation? Oui. Ah bah, c'est mal parti. Hein. Je veux dire, là, c'est une petite révolution générale que vous êtes en train de demander là. Mais enfin bon, on en reparlera. C'est pas l'objet de la visio. Mais... Là, on sera effectivement sur l'organisation de la permanence des soins. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait une coopération la plus publique, ce qui a été écrit, un public ou public privé, pour organiser la permanence des soins dans chaque activité soumise à la réglementation de la permanence des soins en établissement de santé. Ouais, mais là, moi, je me renseignerai dans les autres régions parce que là, je crois que vous allez très très loin là, mais pour la région centre. Ok, d'accord. On en reparlera. Okay, une volonté de poser une réflexion dans les logiques de mutualisation et de coopération et de collaboration. Non, mais vous vous rendez compte que vous adressez beaucoup de lignes de médecins qui ont toujours été exclus dans les lignes de PDSE, mis de côté pendant des décennies, à qui vous demandez maintenant dans le dossier d'autorisation de participer à une permanence des soins. C'est ça que vous êtes en train de dire là. C'est la loi. Non, mais la loi, elle est ce qu'elle est, la loi.
Mais vous êtes d'accord que c'est ce que vous êtes en train de dire? On est en train de dire qu'on souhaiterait effectivement un engagement des établissements qui solliciterait une autorisation pour L'établissement, il ne peut pas participer. s'engager au nom de ses médecins. Je veux dire, dans le privé, ça ne marche pas comme ça, vous le savez parfaitement. Je veux dire, ça ne sert à rien, ce genre de truc. Je veux dire, vous savez très bien qu'on a besoin des médecins et qu'il y a beaucoup de médecins qui ont été exclus des lignes de PDSE pendant des années et à qui vous demandez maintenant brutalement dans le dossier d'autorisation d'arriver comme par hasard. C'est pas brutal. Bah si, c'est brutal. Un dossier d'autorisation, c'est on-off un jour donné. C'est brutal. Non, c'est pas brutal. Vous avez une réforme, vous avez une loi qui est associée. Ah oui, d'accord. On respecte cette réforme et cette loi. Et nous, on a une couverture territoriale à assurer. Il n'y a rien de brutal. Non, mais elle existe, votre couverture territoriale. On l'a dit tout à l'heure, les grands CH se sont exprimés, elle existe, la couverture territoriale. Si elle existe, la ligne territoriale, il n'y aura pas de changement. Si elle existe et qu'elle fonctionne, il n'y a pas de sujet. C'est bien pour ça qu'on a. Dans 20% de nos lignes, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut bien trouver une solution. Oui, mais vous vous rendez bien compte qu'entre trouver une solution sur la ligne territoriale qui ne fonctionne pas et demander à des établissements de déposer des autorisations et des engagements futuristes qui doivent obtenir en 2 mois auprès de leurs médecins qui n'ont jamais participé à ces lignes pendant des années, ce n'est pas le même sujet. Hein. Il va y avoir un décret qui va sortir, on aura des précisions sur ce décret et probablement on sera sur cette orientation-là. Bah, s'il est applicable aux médecins, il sera applicable aux médecins, mais s'il n'est pas applicable aux médecins, il ne le sera pas. Hein. Voilà. En tout cas, on souhaite mener la réflexion, M. Alfandari, de pouvoir poser au moins ces sujets-là en région, qu'on soit très clair, effectivement. Bah oui, c'est important. Parce que cette réflexion pour qu'il y ait prise de conscience des difficultés de maintien des lignes de permanence des soins en établissement de santé en ce moment. Sur certaines lignes, on est vraiment en difficulté et qu'on souhaiterait poser cette réflexion avec l'ensemble des chirurgiens de la région, d'où les 3 dont on vient de citer. Hein. L'idée, ce n'est pas de remettre tout en cause. Hein. Ah bah, d'accord, mais c'est important parce que, je veux dire, on est dans ces problèmes d'autorisation. Là, aujourd'hui, on parle de dossiers d'autorisation, d'accord? Et des rapporteurs qui vont se plonger sur des dossiers d'autorisation. C'est toute la problématique des dossiers qu'on va poser. Donc, cette réflexion, il faut qu'on l'ait avant, parce que sinon, les dossiers d'autorisation, ils vont partir dans tous les sens. Hein. C'est bien pour ça qu'on vous le précise. Non, vous avez précisé le monde merveilleux que vous voudriez voir arriver. Et ce n'est pas le monde réel. Voilà. Je ne sais pas Candide, monsieur. Non, c'est pas le monde réel. Voilà. Je ne suis pas Candide, je ne suis pas pour tout ce qui pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il se trouve qu'on a fait un certain nombre de constats. Que suite à ces constats, on a un certain nombre d'outils et qu'on va les utiliser. Et qu'on souhaiterait les partager avec vous, et notamment le retour d'enquête permanence des soins qui est actuellement en cours, hein, en termes de remontée, qui va permettre clairement d'identifier nos faiblesses, hein, je vais le dire aussi très simplement, hein, nos faiblesses au niveau de la région et sur lesquelles on voudrait travailler vraiment le plus tôt possible avec l'ensemble des acteurs pour assurer cette permanence des soins. Mais ce n'est pas la totalité des lignes, on est bien d'accord. D'accord, donc l'idée, ce serait quand même que ce genre de débat, parce que là, le temps court, on est le 27 mai, il faudrait quand même qu'on essaye de purger une grosse partie de ce débat avant les dossiers d'autorisation qui doivent être déposés à partir d'août. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est l'objectif quand même, parce que sinon, on va être un peu dans le noir. Ah oui, entendu. D'accord, merci. On va sur la partie ici. Donc, c'est Anita. Voilà. Moi, je vais vous présenter brièvement en fait quelques conseils, enfin vous donner quelques conseils et surtout vous dire que voilà, je suis à votre disposition si vous avez besoin quand vous compléterez votre dossier de plus de précision. En attendant, je vais vous donner quelques conseils. Donc, juste commencer par vous dire que s'approprier le nouveau SI, donc qui est vraiment l'unique porte d'entrée des dossiers d'autorisation. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un guide d'utilisateur, en fait. Dès que vous vous connectez sur le bandeau, vous avez donc ce guide qui peut vous aider, en tout cas dans un premier temps, à remplir votre dossier d'autorisation.
Je voulais juste, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, bien préciser au fait que sur chaque activité, il faudra bien cocher chaque pratique souhaitée. Donc, vous avez la possibilité, sachez que si vous, quand vous serez connecté, vous oubliez une pratique, vous pourrez la rajouter avant toute validation de dossier. Donc, vous pouvez tout à fait rajouter, si vous avez oublié une pratique à un moment donné, mais surtout, bien vous assurer que vous avez choisi toutes les activités que vous souhaitiez avant de valider votre dossier. Donc, ça, c'est pour la partie je coche toutes les PTS souhaitées. Ici, vous avez, au fait, je vous ai mis juste une copie d'écran sur l'activité chirurgie adulte, par exemple. Donc, pour chaque activité, vous cocherez, vous remplirez, pardon, une première partie qui est commune, au fait, à l'activité. Vous avez toujours des éléments à rédiger en dur sur le SI et un fichier PDF, au fait, qui est à compléter et à télécharger, au fait, pour pouvoir le glisser dans le dossier. Et de la même façon, pour chaque demande, des éléments à rédiger en dur et un PDF que vous devrez toujours télécharger pour qu'il puisse être associé, au fait, à l'activité que vous choisirez. Ça, c'est dans la partie... pour chaque activité que vous cocherez, ça se présentera de cette façon-là. On voulait insister sur la partie des pièces à joindre au dossier, donc notamment les conventions, le volet financier, le volet activité. On voulait vous préciser que sur notre page internet, et on vous mettra le lien à la fin de cette présentation, vous avez notamment 2 documents types, un pour l'activité et un pour le volet financier. Donc, ce sont des propositions de maquettes que vous pouvez utiliser. Donc, ils sont sur notre page internet en version Excel. Vous pouvez tout à fait les remplir en ligne et en fait, les télécharger pour pouvoir les associer au fait, à votre dossier. Et puis, à venir, au fait, ça, c'est quelque chose d'assez récent. On a réfléchi et on va mettre en ligne une aide au remplissage sur la partie effectifs médicaux et paramédicaux par PTS. Ça, c'est quelque chose qu'on mettra prochainement en ligne, en fait, sur notre page internet. On diffusera par mail, comme on l'a fait. Et qu'on vous enverra, voilà, qu'on vous enverra par mail de la même façon. Responsabilité autorisation. Nous, on transmet. Alors, on utilise ce canal en priorité, mais après, bien sûr, on met en copie les directions. On enverra à tous les référents du SI qui se sont recensés, en fait, les documents types. C'est vraiment des outils d'aide à la formalisation, puisque le SI, c'est plutôt sur des logiques de pavés et souvent, ce n'est pas très, très, très lisible pour vous comme pour nous. Donc là, c'est vraiment des outils d'accompagnement qu'on vous propose et qui seront sur le site Internet. Je dis juste un petit mot, c'est ce que le docteur Lévy a dit tout à l'heure. Donc, on a juste précisé sur cette slide, au fait, que, en effet, le DSR n'existe pas à ce jour, mais qu'on vous demande de cocher oui concernant la participation au DSR sur le document PDF pour la modalité pédiatrique. C'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas, mais donc, on vous demande de cocher oui, en tout cas pour ceux qui en auront besoin. Je peux dire ça comme ça. On vous met juste une petite slide pour vous rappeler au fait que sur notre page internet, on vous met le lien en fin de présentation. On met à jour très régulièrement tout ce qui est lié à toutes les activités. On mettra en ligne au fait la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui et notamment le webinaire pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, mais aussi tous les textes réglementaires, toutes les notes, tout ce qui peut en tout cas pour vous aider en fait dans l'élaboration de vos dossiers. Je voulais juste préciser que le SI, parce que j'ai passé assez vite dessus, mais le SI
vous avez accès, chaque référent SI qui s'est recensé, à un espace, en fait, un espace Symbiose, qui est une plateforme collaborative. Tous les référents, normalement, ont accès à cette plateforme. S'ils ne l'ont pas, vous pouvez revenir vers moi pour que je puisse faire remonter et leur créer des accès. Mais en tout cas, sur cette plateforme Symbiose, sont notées toutes les nouveautés. Au fait, le 14 mai on a eu une nouvelle version qui est remontée. Et donc, vous avez en fait sur cette plateforme toutes les nouveautés et tout ce qui a été ajouté ou en tout cas corrigé après les remontées que l'on a pu faire au national au niveau du SI pour essayer de le rendre le plus simple d'utilisation possible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page. Vous avez aussi la liste des contacts, que ce soit nos collègues en direction départementale, notre adresse mail à nous générique. Vous avez aussi tout ce qui est lié au fait au dépôt des dossiers qui peut avoir lieu hors fenêtre. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des interrogations. On essaye de faire au mieux pour que cette page soit mise à jour régulièrement. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter si vous rencontrez, si vous avez des interrogations, on peut toujours être amené en fait à améliorer cette page, cette rubrique. Voilà, on vous remettra ici en fin de présentation en fait tous nos contacts. Je crois qu'ils sont plutôt à la fin. Ici, on est parti sur les annexes. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la diapositive 40, je crois. Là, 40. Voilà, donc là, vous avez les pratiques thérapeutiques spécifiques qui sont précisées et que vous pouvez choisir et cocher. Elles sont toutes indiquées à ce niveau-là. Indiquées d'ailleurs dans le même ordre que leur numérotation. Ouais. Et donc, il y a bien l'ophtalmologie d'ailleurs. On peut redescendre sur les annexes. Et sur les annexes, on vous a mis les documents attendus. Alors, je vous donne l'exemple pour la chirurgie adulte, avec donc les plans, les chartes de fonctionnement des unités ou règlements intérieurs, et également pour le bloc opératoire, votre organisation de prise en charge chirurgicale, les unités de surveillance et de soins critiques, les pratiques thérapeutiques spécifiques demandées et pour chaque pratique thérapeutique spécifique, vos effectifs médicaux et paramédicaux. Et puis après, bon, les populations de prise en charge, les modalités d'organisation, les modalités d'hospitalisation complète ou ambulatoire, les accès aux produits dispositifs de santé, les modalités de sortie pour le patient et l'organisation de la permanence des soins de votre établissement de santé. Sur les enfants, voilà. Et puis sur les enfants, sur les mêmes logiques que voilà, qu'on a présentées tout on à est l'heure. sur la même chose, les mêmes attendus. On va aller peut-être un peu plus loin parce qu'il y a la participation au dispositif spécifique régional pour la chirurgie pédiatrique. Voilà, donc les deux, on vous a mis une aide. Je ne sais pas s'il y aura un complément. Non, je pense que l'ensemble des éléments, vraiment en annexe, on a mis les documents qui sont attendus et les appuis que vous pouvez peut-être avoir. Voilà, on a remis la loi Valtou pour avoir l'ensemble des textes et les OCOS tels qu'ils figurent au niveau du schéma. J'ai quelques... Oui, il y a M. Alfandari qui demande la parole. Oui, je ne sais plus si on avait posé la question ou pas, mais pour l'endoscopie, si j'ai bien compris les informations qu'on a, elle n'a pas besoin de figurer dans une des PTS, ni l'activité, ni les médecins, c'est ça? Parce qu'elle est automatique à l'autorisation de chirurgie ou de médecine. Non, ce n'est pas lié à l'autorisation de chirurgie en principe. Donc vous n'attendez pas à ce qu'on vous mette, on est d'accord, dans la chirurgie viscérale, l'activité d'endoscopie.
Pour la question, Monsieur Alfonsari, mais j'entends la réponse du docteur Lévy, mais il me semble qu'on a un sujet effectivement aussi en lien avec la médecine sur ce sujet-là. Donc on prend la question et on revient vers vous. Plutôt classé médecine. Ok, merci. Madame Camus? Oui, vous avez cité dans vos annexes la charte de fonctionnement. Bon, celle du bloc, je connais, pas de souci. Mais pour les autres unités, donc la charte de fonctionnement, j'entends bien, c'est une charte de fonctionnement médicale et paramédicale. Ou un règlement intérieur, si vous avez un règlement intérieur, ça suffit. Pas la peine de nous. Non, mais je pense que les chartes de fonctionnement sont nécessaires, justement. Donc, nous, on y travaille, mais voilà. OK, d'accord. Merci à vous. Au bout de la présentation, voilà, mais je voulais dire, est-ce qu'il y a encore des questions, justement? Et la charte de fonctionnement de la chirurgie ambulatoire. Oui, bien sûr. Oui. Madame Mercier? Pardon. Madame Mercier, on ne voit plus l'autre. Si, on ne vous entend pas. Ah oui, pardon. Excusez-moi. J'avais une question sur l'activité qui est à fournir dans le dossier. Il y a un modèle, un fichier Excel qui est joint sur le site. On le décline donc pour chaque PTS demandé. Oui. On souhaiterait l'activité globale et par PTS. Oui. D'accord. Et donc l'activité externe, c'est pas demandé parce que c'est grisé, donc je comprends qu'il ne faut pas la renseigner. Je n'ai pas entendu la fin de la question, excusez-moi ça. La partie grisée, la partie externe, les deux dernières colonnes. Il y a le volet consultation externe qui est grisé. Oui, ça doit être... c'est pas à compléter donc. Alors, je prie de m'excuser parce qu'en fait, on va peut-être la revoir. C'est vrai qu'elle a été pensée pour d'autres activités de soins. Donc, je pense qu'on va avoir un regard un peu plus appuyé sur la partie chirurgie. Donc, je vous propose qu'on revienne vers, de la même façon, quand on va diffuser en fait l'aide au remplissage spécifique pour les RH, qu'on vous repousse cette annexe en la regardant avec attention, avec un regard chirurgie. D'accord, parce que moi, je l'ai déjà rempli. D'accord. Ouais. Du coup, je me demandais aussi s'il fallait, parce que habituellement dans mes dossiers d'autorisation, je mettais l'âge des patients, l'origine géographique, enfin je détaillais un peu. Et là, est-ce qu'il faudra le faire ou est-ce vous vous contentez de juste des dossiers, de juste l'activité en nombre de séjours? Alors ça, vous pouvez le mettre dans la première partie du dossier, en fait, sur la partie descriptive. Dans la partie descriptive, oui, d'accord. Oui, absolument. OK. Et donc, dans le schéma, je vous ai mis la population ciblée. Hein. La population. Oui, c'est intégré au dossier unique sur la partie descriptive, effectivement. D'accord, c'est le tout début, la première partie. Tout à fait, oui. Alors, on a plusieurs mots qui se lèvent. Et j'avais une autre question aussi sur le personnel paramédical. Là, vous dites qu'il faut le faire par PTS. Moi, j'avais compris qu'on le faisait par spécialité, enfin chirurgie bariatrique, chirurgie pédiatrique. Je n'avais pas compris qu'il fallait le faire par PTS. Enfin, c'est un peu difficile, non? Vous n'avez pas l'obligation de le faire, mais nous, on souhaiterait que vous nous l'indiquiez par PTS. Parce que nous, on peut le séparer en chirurgie ambulatoire, chirurgie hospitalisation complète, mais séparer. Je ne sais pas si la réponse vous satisfait, vous n'avez pas d'obligation de nous répondre. Le paramédical qui doit être dans le dossier, mais pas sur le paramédical. Voilà.
Oui, le médical, c'est d'accord. Oui, je comprends. C'est ça, c'est tout ça. Hein. Je vous le précise. Sur le médical, c'est obligatoire. Sur le paramédical, ça nous paraissait important d'avoir en fait la vision globale sûrement, et l'organisation de votre établissement par votre spécialité. Vous n'avez pas l'obligation de le faire. D'accord. Bon, alors, l'aide au remplissage, elle sera disponible à peu près vers quelle date? D'ici au 15 juin. Ok, merci. Madame Cotello? Je fais dans l'ordre. Hein. Si vous pouvez laisser votre main une fois que vous avez posé votre question, qu'on puisse. Sauf s'il y en a une autre, évidemment. Madame Cotello? Merci, j'avais deux questions. Donc, vous avez mentionné là une liste de pièces à fournir là, à la fin par modalité. Est-ce que ce sont des pièces qui sont mentionnées par les textes ou est-ce qu'il y a des choses en plus qui vous intéressent, vous, pour l'étude du dossier? C'est pour nous permettre une lecture plus facile de votre dossier. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. En fait, c'est des zones blanches, hein, c'est des pavés d'écriture. Donc, en termes de facilitation pour vous comme pour nous, on vous propose des outils d'accompagnement. Donc, le seul élément qui est, j'allais dire, en plus de ce qui est au dossier unique, c'est ce qu'on vient d'indiquer, c'est le volet RH Paramed. D'accord, parce que dans les pièces, il y avait notamment mentionné bulletin de sortie. Ça fait partie normalement des obligations, c'est dans les textes. L'ambu, d'accord. Ok. Et dernière question, si on a des demandes de précision là sur ces pièces, à qui est-ce qu'on peut les adresser? C'est Madame Martinez ou plutôt référent? Alors, je vous invite à utiliser la boîte générique unité autorisation. C'est vraiment la porte d'entrée. Et ensuite, nous, on route vers les experts médicaux et administratifs au sein de l'agence. Ça marche. Bon, bah, très bien. On fera comme ça. Merci. Madame Salambier? Oui, alors je reviens sur une question qui a été en partie posée aussi sur les endoscopies digestives. Nous, on va renouveler donc l'autorisation chirurgie. Vous dites que c'est rattaché à une autorisation médecine, mais jusqu'alors, on n'avait pas inclus les endoscopies digestives dans l'autorisation médecine. Donc, c'est ce que j'indiquais. C'est ce que j'indiquais, c'est qu'on va regarder ce point pour qu'on puisse vous répondre très clairement sur ce point. On a un sujet, effectivement. D'accord, donc oui, vous diffuserez. On n'a pas de liste d'actes pour chaque PTS. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas de liste d'actes pour chaque PTS. Donc, à partir du moment où on n'a pas de liste d'actes, il est difficile de vous dire si il paraît difficile de rattacher l'endoscopie digestive à la chirurgie viscérale et digestive dans la mesure où les chirurgiens viscéraux ont abandonné cette activité. Autant pour l'urologie, on pourrait le faire, mais pour le digestif, ce n'est pas possible. Donc voilà, pour l'instant, on a pris l'option de les classer en médecine. Si on a une option contraire, on vous préviendra. Une indication contraire, on vous préviendra. C'est encore. Oui, Madame Pinon ou... Oui. C'est une nouvelle question? Oui, tout à fait. J'ai deux questions là sur le dossier. La première, c'est, en fait, je ne sais pas ce que vous attendez dans la partie pratique thérapeutique spécifique par modalité de prise en charge, donc ortho, hospi complète, ortho ambulatoire, etc., etc. Il y a un encart où vous demandez informations relatives à la pratique thérapeutique, justification du choix de la pratique thérapeutique. Qu'est-ce qu'on est censé développer dans ces parties-là, sachant qu'il y a une partie par pratique thérapeutique et par modalité de prise en charge. Donc, je ne sais pas ce qui est attendu à ce niveau-là. C'est dans le dossier unique national. Hein, c'est pas je pense que c'était des plastiques en fait, pour les dossiers en général. Donc, c'est bien de préciser, c'est l'organisation par PTS, je pense, qui est posée. Mais l'organisation de quoi? Je ne comprends pas.
pouvez nous redire le terme qui est… En fait, c'est dans le dossier, c'est quand vous dépliez la partie chirurgie adulte, donc on n'est plus dans le tronc commun, on est dans l'une des 3 modalités, donc en ce qui me concerne chirurgie adulte. Vous avez donc le tableau des effectifs, etc., etc. Et après, vous avez une partie 1.1, orthotraumato, hospitalisation ambulatoire. Est-ce qu'on a déjà une autorisation similaire pour cette activité? Oui, non. Et ensuite, il faut décrire la justification du choix de la pratique thérapeutique spécifique. Donc là, j'avais un peu de mal à voir ce qu'il fallait exactement préciser. Pourquoi on fait de l'ortho? Pourquoi on fait de l'ophtalmo? J'imagine que ce n'est pas tout à fait ça que vous attendez. Je ne l'ai pas mis dans mon complément. Je ne sais pas si… Alors, on ne le trouve pas, nous, mais on va vérifier, puisque… Oui, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse revenir vers vous sur ce point-là, parce que c'est vrai que… Et pour moi, je pense qu'il faut justifier effectivement que vous avez le spécialiste idoine, que vous avez l'ensemble de l'environnement qui permet d'assurer effectivement cette spécialité. Pour qu'on puisse… Ce qu'il y a derrière, qu'on n'a peut-être pas dit et on est passé peut-être un peu vite, c'est que ces fameuses PTS, dès lors que vous ne pouvez plus réaliser cette activité, devra être suspendue, ou si vous souhaitez en faire une supplémentaire, vous devrez faire des démarches auprès de l'ARS. Donc là, c'est vraiment dans le sens justifié, c'est-à-dire que vous avez toutes les conditions RH, environnement, etc., qui permettent effectivement de cocher cette case de PTS. D'accord. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, en l'occurrence, plutôt là, justifier qu'on a les praticiens, puisque pour tout le reste, on est censé avoir les conditions pour toute pratique thérapeutique spécifique dont on aura parlé dans le tronc commun, finalement. Tout à fait. En pratique, on a une grille de lecture, nous, de notre côté. Mais je n'ai pas entendu, pardon. En pratique, nous, on aura une grille de lecture de votre dossier. Donc, on lit le dossier dans sa globalité. D'accord. Et j'avais une seconde question, toujours dans cette petite partie-là, par pratique thérapeutique. À la question, possédez-vous déjà une autorisation similaire pour cette activité? En fait, je ne sais pas dans quel cas on est censé répondre non, puisqu'avant, on était autorisé par modalité soit hospi complète, soit hospi partiel, mais on n'était pas autorisé par spécialité chirurgicale. Donc, nous, en l'occurrence, on a des praticiens récemment arrivés sur une discipline qui n'existe pas depuis des années et des années. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut répondre non à cette question-là. Donc, j'ai répondu oui à chaque fois en disant que là, actuellement, on a les chirurgiens qui sont présents, donc on a sélectionné ces pratiques-là. Donc, est-ce qu'il faut que je mette oui tout le temps ou est-ce qu'il y a quelque part une liste que je n'ai pas retrouvée de spécialités pour laquelle chaque établissement était autorisé et qui fait foi pour répondre oui ou non à cette question? Vous étiez autorisé qu'en chirurgie. Vous ne pouviez pas être autorisé pour une pratique thérapeutique spécifique jusqu'à maintenant. D'accord. Donc là, finalement, le raisonnement, c'est de se dire aujourd'hui, j'ai un chirurgien, donc je mets oui à la question. Vous aviez une activité dans cette spécialité. D'accord. Merci. Madame Mercier, est-ce que c'est une nouvelle main levée ou… Très bien, on arrive à la fin du webinaire. S'il y a des questions postérieures au webinaire, on est prêt à y répondre. Si on n'a pas la réponse, on est prêt à aller chercher la réponse. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui restent, à nous les transmettre sur la boîte autorisation. C'est la porte qui nous permettrait du coup ensuite soit de vous répondre directement ou de faire le lien. Je redis, on est en lien très étroit avec le national sur tout le volet autorisation, qu'on puisse du coup remonter les éventuels questionnements ou difficultés que vous avez encore. Je réitère vraiment, c'est très important de déposer le plus tôt possible votre dossier parce que il faut qu'on s'assure de sa complétude et voilà.
Et on a eu l'exemple de la dernière fenêtre, on a fait des allers-retours avec les établissements et sur certains, c'était vraiment très, très juste. Donc, qu'on puisse du coup être, j'allais dire, collectivement attentif à cette complétude d'établissement, enfin, complétude des dossiers. Et puis, l'autre point aussi, c'est que comme c'est une autorisation qui est réformée, donc c'est vraiment une nouvelle autorisation, ça sous-entend que il faudra faire une déclaration de mise en œuvre quand vous aurez potentiellement l'avis, quand vous aurez l'avis favorable de l'agence. Et puis pour les établissements publics, je rappelle qu'il y a l'obligation d'avoir l'avis du COSTRAT GHT. On ne l'a pas dit, là j'avais noté quelques points qu'il fallait qu'on redise et il me semble que nous ne l'avons pas dit, donc je me permets de le redire pour les établissements publics. Et de nous répondre à l'appel à candidature pour le dispositif spécifique régional quand on vous l'enverra par email, s'il vous plaît. Sur la composition? Sur la composition. Sur la composition. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de ces échanges. L'ensemble des documents vont être mis sur le site de l'agence. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des points voilà, qui restent encore en suspens. Moi, j'ai noté quelques points, l'endoscopie notamment digestive, et puis les points sur les PTS, mais on reviendra, et puis la démarche, le PDSES qui va être lancé tout prochainement. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, Bonne au journée. revoir. L'endoscopie, il faudrait le mettre en Bonne neurologie journée. aussi. Merci, bonne journée, au revoir. Ah, c'était-